Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Celle-ci est tournée et montée en un seul jour, hein, donc ça va être un petit peu brouillon. Je vais faire au mieux pour que ce soit propre. Parce que je pense que ça se voit. J'ai reçu un éclairage. C'est génial. C'est clair. Vous pouvez juste voir ma gueule de con. Bon, ça c'est un truc en plus, mais bon. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler de la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, qu'est-ce que c'est? Eh bien la Blitzkrieg, c'est ce qui a roulé sur l'Europe dans la Deuxième Guerre mondiale. On va repartir à l'origine de la Blitzkrieg et même un peu avant quand même, c'est-à-dire jusqu'aux guerres napoléoniennes, où à l'époque les batailles étaient des batailles rangées. Les soldats étaient alignés par rang de 3 ou 4 avec des fusils qui mettaient une plombe à recharger et ils tiraient sur une autre rangée qui était également sur la même position pour les armées régulières. Donc des armes qui n'étaient pas très précises, létales mais à une distance assez courte quand même. Et le temps a passé, les fusils se sont améliorés, se sont létalisés, rendus encore plus mortels. Et on arrive jusqu'à la Première Guerre mondiale où on commence à voir des explosifs portatifs comme des grenades, des mines, du gaz même, et on fera tout un détour sur la Première Guerre mondiale, vous en faites pas. Et les guerres de position se renforcent, où on voit apparaître des tranchées pour cacher les hommes, des points fixes et plus embusqués pour contrer les assauts, puisque les armes sont devenues beaucoup plus puissantes. Mais à la Première Guerre mondiale, un tournant va arriver, et je parle bien des marques. Les marques 4 plus exactement, ceux qui ont vraiment été utilisés, même si c'était qu'à la fin de la guerre, les premiers chars blindés. On fera une vidéo sur quels sont les vrais premiers chars blindés, parce que entre les marques, les Saint-Chamond, pour le A7V, non, le A7V, lui, cette boîte à chaussures là, a été faite par les Allemands quand ils ont vu les chars anglais, les Français. Mais il y a aussi les Américains qui étaient sur certains projets d'armer des véhicules. Alors est-ce qu'on les compte comme des blindés, comme des chars, comme des véhicules armés? C'est... Voilà. On verra ça plus tard, c'est une grande question. Donc les Allemands ont vu ces véhicules et durant l'entre-deux-guerres, après leur défaite, ils n'ont pas le droit de concevoir leur armée de par le traité de Versailles. Mais, comme tout le monde le sait, ils vont le faire, sinon c'est pas drôle. Et là où les Alliés vont concevoir des véhicules blindés majoritairement défensifs, donc on voit par exemple, pour en citer que deux, le Matilda et le B1 bis, les Allemands, eux, s'orientent plus vers des chars mobiles et rapides. Pour l'époque, mobiles et rapides. Parce que bon, aller à 30-35 km/h, c'est pas non plus quelque chose d'incroyable, même si pour l'époque, faut pas oublier que certains chars étaient motorisés par des moteurs de voiture. Les Allemands ont donc conçu une quantité de chars monstrueuse comparée à leurs adversaires sur l'instant. Et la Blitzkrieg a commencé à germer dans l'idée de quelques personnalités. On va nommer ici Hans Guderian, le général qui a mené la campagne de Russie dans la Première Guerre mondiale. La Russie était très mal équipée à ce moment-là, contrairement à l'armée allemande. Et du coup, il s'est rendu compte de l'importance que c'était de foncer et de détruire les lignes avant que les soldats puissent y faire quelque chose, ou le haut commandement. Il a donc pensé à cette offensive
Et on a parlé aux hauts commandements allemands qui se sont concentrés sur la question. Les Anglais aussi ont eu des idées de techniques et de stratégies allant dans cette direction. Seulement, eux, ils n'ont pas de terre à proximité, que de l'océan. Hein, les terres sont entourées de mer. Donc ils n'ont pas vraiment eu de cas pratique. Là où les Allemands se sont dit, en 1939, banco. De toute manière, on a déjà le couteau sous la gorge, donc on va tenter. Donc, 1935, il lance sa production des Panzer II, Panzer I, Panzer III, qui arriveront un peu plus tard pour certains d'entre eux, comme vu précédemment dans d'autres vidéos. Et 1939, il roule sur le centre-Europe. Donc, sur la Pologne, sur la Tchécoslovaquie, sur, je vais dire l'Autriche, mais bon, l'Autriche, c'est plutôt fait annexer pacifiquement. Le petit moustachu étant autrichien de base, ça aide. Et il est descendu sur les Balkans jusqu'en Grèce et en Afrique du Nord avec cette même technique. L'Afrique du Nord est arrivée quand même plus tard. On fera une vidéo dédiée à l'Africa Corp. J'ai déjà dit, je le redis, mais elle va venir. Et c'est ainsi que la Blitzkrieg est née. La France a créé ce qu'on appelle la ligne Maginot, une ligne lourde de défense à la frontière des deux pays. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ils ne sont pas remontés jusqu'à la Manche? Ça aurait été intelligent. Oui. Sauf que, économiquement parlant, ainsi que diplomatiquement parlant, tu fais une ligne de défense comme ça, à côté de ton pote belge qui, lui, n'a rien demandé, c'est pas hyper cool. Surtout que les Belges, eux, ne voulaient pas continuer la ligne sur leur territoire. Pas très visionnaire, hein, les Belges. On arrive donc désormais au cœur de la vidéo, à comment fonctionne la Blitzkrieg, comment est-elle mise en place sur le champ de bataille et comment elle a été défaite. Parce que oui, la Blitzkrieg a été défaite. Imaginez-vous une flèche. Ok, tous les bordures de la flèche, ce sont des troupes. Des troupes allemandes. Et vous imaginez un mur, une surface plate, qui est la défense. Lorsque la flèche rentre dans cette surface plate, le bout de celle-ci va s'écarter pour contenir les troupes qu'il y a sur ses bords. Au centre de la flèche, il y a un passage où les véhicules vont passer, que ce soit des véhicules d'assaut ou de ravitaillement, qui vont passer, en étant sécurisés dans ce canal créé par les troupes qui défendent les bords de la formation. Et la flèche va s'enfoncer dans le pays jusqu'à atteindre des points stratégiques comme des bases militaires, des ports, des grandes villes ou, au mieux, et c'est ce qui s'est passé avec Paris, le centre du haut commandement, qui était à Paris du coup. Cette technique a deux avantages. Déjà, frapper fort et vite, qui permet donc de surprendre l'ennemi, et également l'avantage de faire peu de dégâts. Un peu contre-intuitif, mais pourtant, c'est ce qui va beaucoup jouer en la faveur de l'Allemagne. En effet, la majorité des dégâts qui vont être causés vont être faits par l'aviation, qui va être en support constant, un premier tour par rapport au repérage pour savoir où attaquer, un deuxième pour bombarder les positions d'artillerie et les ravitaillements, et après un soutien et un acheminement de matériel. Si les airs sont contrôlés et qu'il n'y a personne qui te fait chier, tu vois tout ce qui se passe au sol et t'es sauvé. Les Allemands, ça l'avaient compris. Une fois que la percée est faite, l'armée, quand elle a assez mangé les bords et retenu l'ennemi, elle peut se rabattre sur eux. Tout comme elle peut aussi encercler certaines positions fortes de cette manière. S'il n'est pas possible de rentrer, c'est pas grave, on fait un siège, on se met autour de la position, on coupe toutes les arrivées de ressources, et on voit combien de temps vous tenez. C'est une stratégie vieille comme le monde, ça, hein, c'est littéralement moyenâgeux. Mais le siège marche toujours. C'est rare qu'un siège ne marche pas. On reparlera de l'Africa Corp. Voilà. On peut donc dire que la Blitzkrieg se déroule en deux phases. La phase de percée, celle où on rentre dans le pays en force, et la phase d'expansion, celle où on s'étale dans celui-ci après avoir passé les lignes de défense. Mais il faut bien comprendre qu'il faut une armée qui soit lourdement équipée, pas en termes de gros matériel, mais en termes d'effectifs. Sinon, ça ne sert à rien, parce que quand on fait la percée, il faut maintenir les positions. C'est pour ça que l'Allemagne a privilégié la quantité
à l'efficacité de ces véhicules au début de la guerre. Après, il y a les Panzer IV qui sont arrivés, avec certains Panzer III, qui ont permis de rehausser la balance de la puissance de feu. On peut également penser à la Russie, qui s'est fait surprendre par la Blitzkrieg. On parlera de l'opération Barbarossa, mais c'est une grosse opération très lourde, qui a bien mal tourné. La Russie, elle ne s'attendait pas à une attaque. Au début de la guerre, ils annexent à deux la Pologne. L'un vend des ressources à l'autre pendant que l'autre lui achète des armes. Il y a un marché, il y a une économie, il y a un lien de confiance qui se crée. Bon, l'une des plus grandes conneries de tonton Donolf, au grandin de notre situation aujourd'hui, heureusement qu'il a fait ça, c'était d'ouvrir un deuxième front. Il s'est senti pousser des ailes. En attaquant la Russie, il s'attaque à un pays qui est immense, arriéré, mais immense. De cette manière, il rentre facilement dans les lignes et avance très très loin avec la Blitzkrieg. Le problème, c'est l'équipement qui était loin d'être suffisant pour la météo. L'hiver russe, si t'as froid quand t'es déjà en Allemagne, mon pote, faut pas étonner quand t'as un stalactite au bout du pif. Parce que l'hiver russe, il a fait très mal. Surtout aux Allemands. Sans compter que je vous ai dit que la Blitzkrieg permettait d'économiser les ressources des terrains conquis en faisant le minimum de destruction possible. C'est vrai. Mais pas en Russie. Parce qu'en Russie, les Russes, ils aiment la technique de la terre brûlée. Littéralement, ils te prennent le truc, ils te le regardent, ils regardent les Allemands, et ils détruisent tout. Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas pu prendre Moscou. Parce que les Russes ont cramé la ville. C'est pas une vanne. Et donc une fois de plus, là, les Russes, au début, s'enfuyaient, parce que, s'enfuyaient pas. Les Russes opéraient par ordre du Kremlin une retraite hautement stratégique afin de permettre de faire croire à l'ennemi que celui-ci était sur une passe décisive d'annihiler la mère patrie, tout en faisant en sorte que la Russie puisse en vérité réorganiser ses troupes hautement efficaces contre... Non, la Russie a vraiment fui le début du combat parce qu'il se faisait la tête à la gueule. Le fameux ordre du « si tu fais un pas en arrière, t'es fusillé », il était vrai. Mais on va dire qu'il était passé sous silence au début. Une fois que c'était acté que l'Allemagne avait vraiment déclaré la guerre à la Russie, ils se sont réorganisés. Et la Russie a mis en place la terre brûlée, la production de chars et tout le bordel dont on a déjà parlé un peu avant. Le problème, c'est que la Russie étant un terrain gigantesque, il faut le dire, c'est quand même un pays énorme avec beaucoup à conquérir, même s'il y a beaucoup de vide dans le pays, il y a quand même une grosse partie du territoire et qui est habité. Et donc, des longues chaînes de ravitaillement. Un commandement un peu disparate parce qu'il faut gérer plusieurs fronts à la fois. Des positions défensives historiquement imprenables. Et puis le peuple russe. Donc tout ça pour dire que le deuxième front ouvert par Adolphe a été une catastrophe économique et militaire. La Blitzkrieg manquait d'hommes pour tenir sur le front est, sans compter que l'assaut russe finit par blitzkrieger la Blitzkrieg. L'arroseur arrosé. Alors comment résumer la Blitzkrieg en peu de lignes? Un pays prend une grosse armée. Il la fait foncer à un seul point ou 2-3 sur un même front. Ils rentrent dans le pays, ils maintiennent les positions qu'ils prennent pour faire un acheminement constant de matériel et attaquer les hauts commandements afin de faire tomber le régime. C'est ce qui s'est passé en France avec Vichy. Comment la contrer? Détruire les avions pour empêcher le repérage et le bombardement et juste être russe. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous teaser la prochaine vidéo à la place. La bataille de Stone. Voilà. On parlera du B1 bis et de la bataille de Stone. En partie parce que la Blitzkrieg. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu mieux comprendre comment fonctionnait la Blitzkrieg et que vous avez peut-être compris pourquoi la France et l'Europe est tombée aussi vite aux mains des Allemands.
Et puis bah, pensez à vous abonner. Salut!